Chers amis, nous allons revenir sur ce salon IDEF pour tirer un certain nombre de conclusions et d'analyses à la suite de la visite de ce salon qui était, une fois de plus, extrêmement riche avec énormément de nouveautés. Et je voudrais avec vous balayer les différents domaines de la défense, terre, air, mer, de manière assez classique. Donc nous allons commencer par le secteur terrestre. Alors il est tout à fait clair qu'aujourd'hui, l'industrie de défense turque est absolument et totalement souveraine dans le domaine terrestre, au sens où elle dispose de toutes les technologies et toutes les compétences pour construire, développer, qualifier et soutenir la gamme complète des systèmes d'armes terrestres, que ce soit des blindés de transport, des chars d'assaut avec le nouvel Altaï, les automoteurs d'artillerie, les systèmes de frappe dans la profondeur, les systèmes antiaériens, les engins du génie, tout l'armement individuel pour les fantassins, de même que leur équipement en treillis, tenue de combat, système de camouflage, système de vision nocturne, casque, équipement de protection individuelle, enfin on trouve absolument tout au salon IDEF. On peut équiper une armée de terre 2 pieds en cap sans qu'il y ait aucun trou dans la raquette. Donc cette souveraineté dans le domaine terrestre, elle est désormais acquise. Une chose extrêmement intéressante, c'est que, et qui devrait nous servir de leçon, comme je le disais lors d'un précédent short sur le groupe autopropulseur Batu du char Altaï, la Turquie a compris que la souveraineté passait par la pleine et entière possession des compétences en matière de moteur et de transmission, quel que soit le domaine. Et on a même vu sur le stand de BMG un groupe motopropulseur complètement turc destiné à l'automoteur Firtina, qui à l'origine avait bien sûr un groupe motopropulseur d'origine coréenne. Donc cette acquisition de pleine et entière souveraineté dans le domaine terrestre, elle se double d'une pleine et entière souveraineté dans le domaine des drones. Et quand je dis souveraineté, c'est même une avance absolument considérable que la Turquie a prise depuis maintenant plus de 10 ans. Les Turcs ont eu le flair, si j'ose dire, d'investir massivement dans le domaine des drones. Bien leur en a pris, puisque leurs drones sont aujourd'hui de véritables success stories. Évidemment, tout le monde a vu en février et mars 2022 comment les Bayraktar TB2 armés de bombes à guidage laser, MAM, petites bombes miniatures, ont détruit un par un les chars russes qui s'aventuraient de l'autre côté de la frontière. Mais la Turquie vend des tas de drones de tout type et de toute taille partout dans le monde, et c'est aujourd'hui véritablement le fer de lance de la BITD turque. Alors que la France s'est aventurée sur un chemin de croix dans le domaine des drones de grande dimension, la Turquie a, en l'espace d'à peine 12 ans, développé 5 drones mâles de modèles différents. Tous fonctionnent très bien, tous sont en service, tous sont exportés à la plus grande satisfaction de leurs utilisateurs. Donc je pense que c'est une leçon que nous devrions tirer de tout ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre de la part des Turcs dans le domaine des drones. Dans le domaine des drones, je poursuis. La Turquie a l'intention de transformer son porte-hélicoptère d'assaut Anadolu en porte-drone. Un concept extrêmement intéressant qui permettra à la Turquie de projeter de la puissance bien au-delà de ce qu'était capable l'Anadolu dans son configuration initiale. Et on a découvert en particulier que Baykar développait un TB3, donc une version beaucoup plus grosse que le TB2, toujours sur le même principe, ou sur la même configuration aérodynamique, dirons-nous, mais dans un modèle beaucoup plus gros, avec des ailes repliables. Alors tout ça pourquoi ? Parce que la Turquie a l'intention de construire un porte-avions, et non pas un porte-hélicoptère, donc un vrai porte-avions, qui accueillera probablement des drones de chasse Kızılelma,
Donc le Kızıl Elma, ça ressemble finalement à pratiquement un Mirage, mais sans cockpit. Hein, voilà. Il est capable d'emporter tout un tas d'armements sous ses ailes. Des Kızıl Elma, des drones TB3, des hélicoptères, et puis sans doute aussi une version navale de l'avion école biplace Hurjet pourront atterrir et apponter et être lancés depuis ce futur porte-avions. Donc ce porte-avions, c'est un petit peu le symbole de l'ambition navale turque qui avait été décrite à travers un document qui s'appelait le Meyuwatan. Donc Meyuwatan, ça signifie la patrie bleue en turc. C'est un document stratégique qui décrit un petit peu l'ambition maritime et navale de la Turquie, bien au-delà de la Méditerranée, il faut bien le dire. Puisque un porte-avions qui ferait des ronds dans l'eau en mer Égée, ça n'a pas grand intérêt. Le porte-avions, c'est quand même un instrument de projection de puissance à des milliers de kilomètres. Et ce porte-avions, il sera sans doute escorté par d'assez puissants croiseurs antiaériens, dont on a vu les maquettes au salon, et il sera appuyé par la nouvelle génération de sous-marins Rais, qui sont des sous-marins d'inspiration allemande, à la sauce turque, si je peux me permettre l'expression, et qui seront des sous-marins dotés d'une propulsion AIP, c'est-à-dire une propulsion aérobie, qui leur permettra de recharger leur batterie alors qu'ils restent en plongée. Donc des sous-marins relativement discrets. Donc ça, c'est une ambition navale pour la Turquie. C'est un élément extrêmement important à prendre en compte dans l'analyse globale de la situation en Méditerranée et au-delà. Et cette ambition navale, elle vient en parallèle d'une autre ambition, qui est une ambition spatiale. La Turquie va sans doute construire, ou est en train de construire, une base de lancement en Somalie, donc Somalie, pays dans lequel elle a déjà un contingent armé. Donc pourquoi la Somalie? Parce que d'abord ils y sont, et que d'autre part c'est quand même pas très loin de l'équateur, donc pour lancer des satellites c'est quand même assez pratique. Et donc on a vu au stand Roketsan la maquette au 1/6 d'un futur lanceur spatial turc qui permettra de mettre sur orbite basse, 700 km, des satellites d'à peu près 1,5 tonne. Donc satellites de télécommunications, satellites d'observation, bien sûr, à vocation militaire, mais pas que. Et donc cette dimension spatiale, c'est vraiment quelque chose que la Turquie veut pouvoir acquérir dans la décennie qui vient. Et c'est aussi un autre élément d'appréciation de l'analyse que nous pouvons faire de la stratégie globale de la Turquie. Dans le domaine aéronautique, les ambitions sont tout aussi fortes, et la Turquie met les moyens. Enfin, c'est intéressant de voir qu'à un moment où nous discutons et nous débattons de la façon dont le SCAF se fera ou ne se fera pas, avec des problématiques de gouvernance entre Dassault et Airbus, c'est intéressant de voir que la Turquie, toute seule, avec un PIB 2 fois inférieur à celui de la France, s'est lancée dans le développement d'un avion de chasse de 5e génération, le Kan, qui pour le moment est propulsé par... dont les 2 prototypes aujourd'hui sont propulsés par des réacteurs de F-16, donc des réacteurs américains, mais on a vu au stand de TAI la maquette du futur réacteur purement turc de 10 tonnes de poussée, qui à terme devrait pouvoir propulser le Kan. À côté de ce chasseur de 5e génération, j'évoquais tout à l'heure l'Hurjet, avion école et avion d'attaque léger, qui est déjà produit, qui est déjà en service. Mais il y a aussi des hélicoptères, qu'il ne faut pas oublier, des hélicoptères d'attaque, des hélicoptères de transport. Donc tout ceci va faire, dans une dizaine d'années, de l'industrie aéronautique turque un acteur qu'il ne faudra surtout pas négliger, parce que les Turcs vont finalement assez vite, ils ont de l'audace, ils sont très créatifs, ils savent s'inspirer des bonnes solutions qu'ils trouvent ailleurs, et tout ceci fait que l'écosystème aérospatial turc est en train de prendre forme, et prendre forme très très sérieusement.
Voilà. Donc le spatial, je l'ai décrit, l'aéronautique, je viens de le faire, le terrestre, on l'a vu. Je voudrais juste attirer votre attention sur aussi un autre fait extrêmement important, c'est que Roketsan, au cours du salon, a dévoilé son missile balistique hypervéloce Typhoon. Donc c'est un missile extrêmement massif, il fait 7 tonnes. C'est un missile extrêmement impressionnant. La portée reste aujourd'hui confidentielle, de même que sa charge utile, sa charge explosive. Mais enfin, les lois de la physique et de la mécanique étant à peu près les mêmes partout, on saura à travers une analyse relativement fine pouvoir déterminer un certain nombre de ces paramètres un peu plus tard. Alors clairement, l'apparition d'un missile balistique hypersonique entre les mains des forces turques, c'est un petit événement dans la région, et d'ailleurs le jour même où Roketsan a dévoilé ce missile Typhoon, il y avait des émissions à la télé israélienne pour d'ores et déjà s'inquiéter de la possibilité pour donner à la Turquie, grâce à ce missile, de frapper Israël. Donc on voit qu'il y a déjà des gens qui ont déjà réfléchi aux conséquences stratégiques de l'apparition de ce genre d'armes entre les mains de la Turquie. L'autre élément, c'est qu'à un moment en France où nous essayons de trouver une solution au système de frappe longue portée terrestre, et où des sociétés françaises sont en train de travailler sur le sujet, évidemment, la société Roketsan dispose déjà de toute la panoplie de roquettes de différents calibres, de différentes portées, pour assurer à peu près les mêmes fonctions. Donc ce qui vous donne, encore une fois, l'avance terrible que l'industrie turque a réussi à prendre sur, alors, pas l'industrie française spécifiquement, mais on va dire sur l'industrie européenne, dans un certain nombre de domaines. Donc frappe dans la profondeur, drones, moyens de gamme terrestre, gamme à la fois chenillée et à roues, que possèdent assez peu de pays européens. Donc voilà, donc on assiste aujourd'hui à, alors non plus l'émergence, parce qu'elle a émergé déjà depuis des années, mais on assiste à une montée en puissance tout à fait spectaculaire de l'industrie turque, qui va devenir un très sérieux concurrent sur les marchés export. Il faut savoir que la Turquie aujourd'hui se place à peu près au 10e rang des pays en matière de performance à l'exportation, avec un peu plus de 7 milliards d'euros d'exportation, ce qui n'est pas négligeable et qu'il faut souligner. Et ça va continuer à monter parce que l'industrie turque est partie à la conquête des marchés. Ils sont déjà très présents en Europe, qui reste leur premier marché, l'Europe et l'OTAN. Les pays de l'Asie centrale, en particulier les pays de langue turcique, le Moyen-Orient, clairement, l'Asie du Sud-Est, où ils vendent déjà énormément en Malaisie et en Indonésie, beaucoup de business aussi avec le Pakistan, et puis leur prochaine, l'Afrique, oui, j'allais surtout ne pas oublier l'Afrique, ils sont extrêmement présents en Afrique, où ils vendent énormément de drones et de blindés, et leur prochaine zone de conquête, c'est sans doute l'Amérique du Sud, où ils participent déjà à quelques salons de défense locaux. Voilà. Donc Decrypt Défense reviendra sur cette industrie de défense turque, ses performances, ses défis, ses ambitions, son audace et son inventivité dans de prochaines vidéos. À très bientôt.